Bienvenue sur Ici Éco. Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, a affirmé que la BDL travaillait à établir un état de stabilité en attendant des solutions majeures et nécessitant l'action des forces politiques. Il a rappelé qu'il travaille toujours d'arrache-pied pour empêcher le Liban d'être inclus sur la liste grise du GAFI. Lors de son allocution à l'ouverture du Forum annuel de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, organisé par l'Union des banques arabes, Mansouri a assuré que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constitue une priorité pour le Liban. Il a précisé que le pays a parcouru un long chemin dans ce domaine et qu'il a surmonté de nombreuses difficultés, et notamment son inscription en 2000 par le groupe d'action financière GAFI sur la liste des pays non coopératifs, en raison de l'existence d'une loi sur le secret bancaire qui entravait le travail des enquêtes internationales et de l'absence, à l'époque, d'une loi indépendante pour lutter contre le blanchiment d'argent. Depuis lors, le Liban a pris les mesures nécessaires en commençant par l'adoption d'une loi anti-blanchiment basée sur les recommandations du groupe d'action financière et élaborant un cadre réglementaire intégré et en créant un organisme d'enquête spécial. La décision du GAFI sera prise à l'automne prochain et le gouverneur par intérim de la Banque du Liban assure qu'il travaille pour éviter que le Liban ne soit placé sur la liste grise. Le rapport d'évaluation réalisé par le groupe régional souligne que les autorités locales doivent apporter des modifications aux lois et mesures en vigueur conformément aux exigences de conformité à l'ensemble des normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées aux répercussions de la guerre sur le secteur médical, alors que les hôpitaux libanais et le ministère de la Santé publique s'efforcent de renforcer leur préparation face aux pertes massives et aux événements imprévus tels que la guerre. Durant cet épisode, je reçois le professeur Youssef Bakhash, président de l'Ordre des médecins de Beyrouth, et le président du syndicat des hôpitaux, Slimane Haroun. C'est un plaisir de vous recevoir, professeur Bakhash et monsieur Haroun. Donc voilà, le système de santé libanais déjà fragilisé se prépare à une éventuelle escalade du conflit entre le Hezbollah et Israël. Je commence avec vous, monsieur Haroun. Est-ce que les hôpitaux pourraient-ils être éteints en cas de guerre? Vous avez bien dit cela. Oui, oui, en effet, ça il y a un grand point d'interrogation sur ce point-là. Parce que toutes les préparations que nous avons faites, si nous n'avons pas d'électricité, ça ne sert à rien. Et nous avons vécu cet épisode pendant la guerre de 2006. À certains moments, c'était très difficile d'obtenir du carburant pour les générateurs. Et en même temps, il n'y avait pas d'électricité du Liban. Donc, un certain nombre d'hôpitaux ont dû cesser leur activité à cause de ça. Donc, c'est vrai, il y a un plan d'urgence en cas de guerre, mais à mon avis, les deux problèmes qui sont vraiment vitaux sont l'électricité et l'oxygène. Et l'oxygène. Mais certainement, tous les hôpitaux aujourd'hui, ou bien tout le Liban en majorité, fonctionnent aujourd'hui sur les générateurs. C'est vrai. Ce qui est un peu catastrophique. Hein. Ouais. Mais est-ce que les hôpitaux peuvent supporter le coût énorme des générateurs électriques? Et ces générateurs que vous avez dans vos hôpitaux peuvent fonctionner 24 heures sur 24? En effet, non. Ce genre de générateurs sont faits pour 5-6 heures par jour et non pas 24 heures par jour. C'est vrai, nous avons plusieurs générateurs dans chaque hôpital, mais en fin de compte, ils travaillent tout le temps. Ils ne sont pas faits pour travailler cette durée de temps. Et en même temps, il y a le coût du fuel qui est très coûteux. Par exemple, un patient par jour nous coûte $30 uniquement pour le fuel. Tandis que les assureurs publics
nous paye 20-25 dollars par jour par patient. Donc c'est un grand... Oui. C'est un grand... Vous dites quoi à propos de l'énergie solaire? Est-ce que vos hôpitaux sont équipés d'énergie solaire? Les hôpitaux de Beyrouth ne possèdent pas de grands espaces pour installer des panneaux solaires. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans les hôpitaux en dehors de Beyrouth et en dehors des grandes villes telles que Tripoli, Saïda, Beyrouth, etc., les hôpitaux, oui, ils ont leur énergie solaire actuellement. Mais à Beyrouth, c'est presque impossible pour les hôpitaux d'avoir assez de surface pour mettre des panneaux et qui seront suffisants pour générer l'électricité nécessaire. Certainement, nous allons parler du plan d'urgence qui a été mis en place. Mais, professeur Bakhache, est-ce que le système de santé du pays dispose des ressources suffisantes pour faire face à une éventuelle guerre? Alors, si on parle aujourd'hui en matière de ressources humaines et ressources médicales, tout le monde sait qu'en 2019-2020, suite à la crise économique, environ 4000 médecins ont dû quitter le pays. En 2023, malgré la persistance de la crise économique, la moitié de ces médecins sont revenus. Ce qui est un point positif. Et aujourd'hui, malgré ce risque de guerre, ces médecins sont toujours là. Si on parle en matière de démographie, aujourd'hui, le nombre des médecins qui sont présents au Liban constitue un ratio qui est bien supérieur à ce qui est recommandé par les institutions internationales et par l'Organisation mondiale de la santé. Si aujourd'hui un pays a besoin d'un travailleur dans le domaine médical pour 1000 habitants, aujourd'hui au Liban, nous sommes à un ratio de 2,5 à 3. Donc en nombre, nous avons assez de travailleurs dans le domaine de la santé. Je dis travailleurs parce qu'on mélange les infirmières, les sages-femmes et les médecins. Mais si on rentre dans les spécialités médicales, c'est ça. Si aujourd'hui, par exemple, en ophtalmologie, on a assez, si en matière en chirurgie plastique ou en orthopédie, on a assez de nombre. Parce qu'on souffre aujourd'hui de nombreuses spécialités, souffrent encore de manque de médecins. Tout à fait. Par contre, celles dont on a besoin en cas de guerre, par exemple la médecine d'urgence, on a un déficit énorme. Aujourd'hui, les hôpitaux au Liban ont besoin d'un minimum de 700 à 800 médecins urgentistes pour couvrir les services d'urgence de ces hôpitaux. Alors qu'au Liban, nous disposons que de 35 spécialistes. Quel est votre plan pour inciter les médecins à devenir des médecins d'urgence? Donc ça, c'est un plan de travail. Il faut travailler avec les facultés, il faut travailler avec le ministère. C'est un plan national, c'est avec le ministère de la Santé, bien sûr, le ministère de l'Éducation. Il faut remettre en question les salaires. Et puis, il faut aussi donner à cette spécialité son entité en matière de revenus. Et ceci va inciter les gens d'aller vers Vous possédez un plan pour pouvoir inciter on a démarré parce qu'on a fait d'abord un travail démographique pour d'abord se rendre compte et comprendre là où mettre le doigt sur les endroits où il y a un besoin au Liban, dans quelle spécialité par exemple, pas seulement la médecine d'urgence, mais la médecine de famille aussi, on a un énorme besoin dans ce genre de spécialité. Et là, tout un travail commence à se faire avec les facultés de médecine pour essayer d'inciter les gens d'aller vers ces spécialités. Monsieur Haroun, est-ce que les hôpitaux sont prêts pour une guerre en termes de fourniture, de personnel, de médicaments? Nous sommes prêts pour une guerre entre guillemets classique. Vous voulez dire quoi par classique? Telle que en 2006. Bien limitée donc. Telle qu'en 2006, mais à plus grande échelle. Mais personne ne peut, aucun hôpital peut être prêt pour une guerre telle que comme ça se passe à Gaza. Parce qu'ils ont commencé par détruire, les hôpitaux. À part ça, à part une destruction partielle ou
au total d'un hôpital, oui, je dirais que nous sommes prêts en termes Peut-être on est loin de ce scénario catastrophique, parce que ça c'est un Nous scénario... espérons. Espérons donc. Mais, oui, on espère. mais, mais... si on peut discuter de plus en détail du plan d'urgence qui a été mis en place par le ministère de la Santé, par vous, en tant que syndicat des hôpitaux, en tant que syndicat aussi, en tant qu'ordre de médecins. Donc, ce plan d'urgence, ça fait 8-9 mois que vous travaillez sur ce plan. Oui. D'abord, il y a eu la préparation des ressources humaines, les médecins, les infirmiers et même les cadres administratifs. Il y a eu des simulations dans les hôpitaux. Il y a eu aussi, en tant que possible, un stockage de médicaments et de dispositifs médicaux nécessaires pour ces cas-là. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à ce que le professeur Bakhash avait dit à propos des spécialités. Nous souffrons, bien sûr, d'un manque d'urgentistes, mais en cas de guerre, nous aurions probablement un problème de manque de chirurgiens vasculaires et de neurochirurgiens. Il y a très peu de spécialistes vasculaires et neurochirurgiens. Je crois que nous aurons un problème dans ces spécialités-là. Encore le plan de préparation, il y aura une chambre d'opération dans le ministère de la Santé pour pouvoir contrôler, diriger ce qui arrive dans chaque hôpital. Disons par exemple qu'un blessé arrive dans un hôpital et il ne peut pas le prendre en charge. Ils essaient de trouver un autre hôpital qui pourrait le prendre en charge. Ce n'était pas le cas en 2006. Non. En 2006, nous ne savions pas qu'il y avait une guerre. Nous n'étions pas préparés, mais nous nous sommes bien débrouillés. Nous avons eu le problème du carburant et de l'oxygène. Parce qu'aussi il y avait le blocus maritime, il faut se rappeler du blocus maritime aussi. Donc, juste pour dire que les hôpitaux ont augmenté considérablement leur stock en prévision d'une guerre ouverte potentielle, de sorte que les fournitures de base devraient durer jusqu'à 4 mois, selon le ministre de la Santé publique. Le gouvernement libanais, par le biais de la commission de surveillance de la préparation de la santé, a augmenté les stocks de fournitures médicales, reconnaissant la gravité de la situation. Donc, les stocks aujourd'hui peuvent nous suffire pour combien de temps? Écoutez, ce n'est pas une équation tout à fait mathématique, mais je dirais entre 3 et 4 mois. Nous n'aurons pas un manque en un seul jour. Ça va être progressif. Mais il y a un blocus, il faut prendre en considération l'ampleur de cette guerre aussi, l'impact, les conséquences, ça va durer combien? Et en plus, s'il y aura un blocus ou pas. S'il n'y a pas un blocus, nous n'aurons pas de problème. Mais s'il y a un blocus, nous avons un grand problème. Professeur Bakhash, revenons au plan qui a été mis aussi par le ministère de la Santé en coordination avec les syndicats et les ordres, donc hôpitaux, médecins, et même importateurs de médicaments, importateurs de fournitures médicales. Quels sont les points principaux de ce plan et quel est votre rôle, vous, en tant que médecin, dans ce plan? Tout à fait. Nous, dès le premier jour, ça veut dire dès le 8 octobre, l'Ordre des médecins, avec toutes les sociétés médicales qui dépendent de l'Ordre des médecins, nous nous sommes réunis et nous avons organisé rapidement un cours de formation sur la prise en charge des blessures de guerre. Ces cours, d'abord, ont eu lieu à l'Ordre des médecins et aussi d'une façon online, ce qui a permis aux gens de participer même des différents hôpitaux. Et nous avons eu à chaque cours de formation un minimum de 800 personnes, de médecins, qui ont participé. C'était déjà pour leur rafraîchir la mémoire sur les standards, sur ce qu'ils doivent faire en face des blessures et en particulier de ce qui est utilisé actuellement, par exemple le phosphore blanc qu'on n'avait pas par exemple en 2006 et qui entraîne des brûlures très graves.
Rapidement, nous avons rejoint toutes les institutions, le ministère de la Santé, la Croix-Rouge internationale, l'Organisation mondiale de la santé, la Croix-Rouge libanaise. Et nous avons travaillé tous ensemble dans ce centre de coordination, le FEOC, qui est basé au ministère de la Santé. Et nous avons formé des groupes avec des médecins experts, des médecins urgentistes, des infirmières. Et ces groupes se sont déplacés dans les hôpitaux de première ligne, dans le sud du Liban, à Baalbek, dans le nord de la Bekaa, pour d'abord faire un état des lieux des services d'urgence et puis commencer à coordonner le travail. Parce que le problème que nous avons eu, comme il a dit le président Haroun, en 2006, nous avons eu un problème de communication entre les hôpitaux. Il y a eu un gaspillage de la main-d'œuvre et de la force, des ressources, des matériaux. Parce que si je prends un exemple, on annonçait une urgence, par exemple, qui allait arriver dans un centre hospitalier dans les 2 heures, et elle arrivait dans les 24 heures. Donc l'équipe était là en attente, alors que le blessé est arrivé trop tard. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même centraliser si, les opérations. Donc, centralisation des opérations, centralisation de l'information. Et aujourd'hui, si on suit la plateforme du ministère de la Santé, on peut suivre le nombre de morts et de blessés par jour qui arrivent tous les jours sur les fronts. Donc c'était aujourd'hui, malgré le manque dans certaines spécialités, donc nous avons pallié par cette organisation et ce lien qu'il y a entre ces services d'urgence sur tout le territoire. De même pour le personnel, pour les infirmiers. Tout à fait, qui sont dans les services d'urgence. Et aujourd'hui, avec ce risque montant de guerre à grande échelle, nous allons recommencer ces centres de formation et ces cours de formation avec l'Organisation mondiale de la santé et des experts dans les blessures de guerre qui vont arriver de l'Europe pour nous aider à rafraîchir et à se préparer à une éventuelle guerre de masse. Monsieur Haroun, qu'en est-il du sort des patients dialysés et les réserves de médicaments? Pour combien de temps donc ces réserves suffiront pour ces patients? En tant que réserve, je pense que nous avons maintenant pour 3 ou 4 mois, comme d'autres dispositifs médicaux. Mais là, c'est quelque chose de très spécial. Les dialysés, il faut faire attention. Durant la guerre de 2006, même en un mois, nous étions dans une position où nous n'avions plus de filtre pour les machines. Et nous avons dû faire intervenir la Croix-Rouge internationale pour permettre de faire le passage aussi. Le passage des filtres. En tout cas, moi, j'aimerais dire quelque chose. Le plus grand test que les hôpitaux ont subi, ce n'était pas la guerre de 2006, c'était l'explosion du port. C'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas de préparation, aucune préparation. C'était durant 1 seconde, plus que 225 décédés. Et plus que 7000, on était à 7000. En une heure, nous avons, imaginez-vous, en une heure. Il faut prendre en considération aussi le Covid, hein, on était en plein Covid. Covid, donc là. Imaginez-vous qu'en moins d'1 heure, 1 heure et demie, nous avons reçu plus que 7000 blessés avec la destruction des hôpitaux. Les hôpitaux, il y a eu les alpha-hôpitaux, donc les hôpitaux les principaux de la capitale. Et c'était vraiment un stress test en termes médicaux. Et nous avons réussi à le passer. Oui, il faut se rappeler que durant l'explosion du port de Beyrouth, nous avions donc le Covid, la crise économique, la destruction des hôpitaux et aussi l'ampleur de la crise. Et le manque de préparation. Oui. Et même, il faut dire que la situation économique était pire. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, même si on reste dans cette crise, mais au niveau économique, financier, vous, en tant que médecin, en tant qu'hôpitaux,
Est-ce que vous avez pu, est-ce que vous avez pu un peu sortir de votre crise ou bien non? Non. Malheureusement, nous avons un grand problème au niveau économique. Nous parlions de réserves. Il faudrait peut-être avoir des réserves pour 6 ou 7 mois. Oui. Mais c'est impossible. Impossible avec la situation financière des établissements hospitaliers et le manque d'argent. Impossible de faire des réserves pour plus que 3 mois ou 3 ou 4 mois. Et ça va être pire encore si la guerre commence et ils ne nous donnent pas de l'argent. Certainement. Ça va être beaucoup pire parce que... Qu'en est-il des patients atteints des maladies chroniques et graves? Déjà, il y a un problème au niveau des médicaments pour les malades de cancer, par exemple. Et je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours ce problème de pénurie de médicaments pour les patients ou bien pour les patients atteints de cancer? Toujours on a le même problème. On a mis en place le système de Meditrack, on cherche on a mis les subventions, mais toujours on fait face à une pénurie de ces médicaments. Pourquoi? C'est mieux, c'est un peu mieux, c'est beaucoup mieux maintenant que comme c'était avant une année par exemple. Eh bien, il y a toujours des problèmes mineurs. C'est le problème d'importation avec virement d'argent du Banque du Liban, et toutes des choses bureaucratiques. Professeur Bakache, décrivez-nous un peu la situation des médecins libanais en 2024 en comparant la situation actuelle à la situation suite à la crise en 2019. Bien sûr qu'aujourd'hui, la situation elle est nettement meilleure. Et l'exemple type, c'est que les médecins qui sont partis sont revenus. D'une façon générale, le système de santé s'est adapté à la crise économique et à la dollarisation du marché. Vous avez évoqué l'idée pourquoi nous souffrons toujours d'une pénurie de médicaments et pour les médicaments contre le cancer. Parce que d'une façon globale, dans un pays, la santé, elle a un coût. Comme la défense, l'armée, la sécurité intérieure a un coût. Et l'État doit supporter ces coûts. Alors, on manque de médicaments parce que malheureusement, dans le budget de l'État, il n'y a pas assez d'argent consacré à ces médicaments pour soigner la population libanaise, la population où le Libanais qui, par la Constitution, a droit à la santé. Donc la santé a un coût, donc il n'y a pas assez d'argent pour subvenir et couvrir ce coût. Aujourd'hui, le système de santé et bien sûr les hôpitaux universitaires fonctionnent assez bien, mais qui c'est qui paie les frais et qui est le bouc émissaire? C'est malheureusement le Libanais qui a perdu son pouvoir d'achat et qui n'a plus les moyens pour se payer ou se couvrir ou se faire soigner. Si vous permettez que j'ajoute une chose aussi, on a parlé de situation de guerre, mais nous n'avons pas parlé de la possibilité aussi du transfert de population. Aujourd'hui, s'il y a une guerre sur le nord de la Bekaa ou une attaque du sud du Liban, un grand nombre de la population va se déplacer dans les grandes villes comme Saïda, comme Beyrouth. Immigration interne. Et aujourd'hui, même ce déplacement va générer des problèmes de santé. D'abord, les personnes qui souffrent de problèmes de maladies chroniques, il faut bien les soigner, pas seulement les dialyser. Ceux qui souffrent de diabète ou d'hypertension, il faut bien les enfants. Les enfants qui vont se déplacer, il faut bien les vacciner, les suivre, etc. Et aussi, ce déplacement va générer aussi peut-être des problèmes d'épidémie, comme aujourd'hui on voit dans la bande de Gaza. Alors nous, de notre côté, on a mobilisé les médecins, et les médecins généralistes et les médecins de famille, et on a répertorié tous ceux qui sont prêts à se déplacer dans les dispensaires, dans les soins de centre primaire, dans les hôpitaux de la Croix-Rouge, qui vont être construits exprès pour recevoir ces gens-là, pour
aller voir et suivre ces gens qui souffrent de maladies chroniques en cas de déplacement massif de la population. Juste, vous dites quoi à propos des mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé au niveau des codes des opérations et des codes et des soins médicaux? Aujourd'hui, le ministère de la Santé essaie de revenir à la situation de 2019, mais à limiter cette augmentation et cette couverture des soins médicaux à un certain nombre d'opérations. Je dirais que ce travail est encore aujourd'hui timide avant d'arriver à une situation normale. Encore que, on ne sait pas si en 2019 la situation était normale, parce que tout ce système de prise en charge doit être réétudié, réévalué en fonction surtout du développement de la médecine, parce qu'il y a aujourd'hui le 3/4 d'actes médicaux qui sont produits dans les hôpitaux qui ne sont pas mentionnés dans les livres de code qui sont couverts par les assurances ou les caisses mutuelles. Monsieur Haroun, pour finir, quelles sont vos demandes pour le ministère de la Santé, le ministère des Finances, aussi la Santé? Vous demandez quoi? Vous payez vos factures, remettre en question les consultations, les frais de consultation, donc vous demandez quoi? En fait, ce n'est pas spécifiquement du ministère de la Santé qu'on peut demander, c'est du Conseil de ministres. Certainement. Parce que le ministre de la Santé voudrait bien avoir un budget 2 fois plus ou 3 fois plus de ce qui est maintenant. Mais il n'a pas les moyens. C'est le ministre des Finances qui décide en fin de compte combien il peut donner pour le budget d'hospitalisation. Pour vous donner un exemple, en 2019, le budget pour l'hospitalisation était de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est la moitié, c'est 200 millions de dollars. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir le même niveau et la même couverture au niveau national. Ça fait des années que vous sortez dire que voilà, il nous reste quelques jours, nous, les hôpitaux, nous allons commencer à ne plus accepter des patients ou bien des malades chez nous. Ça fait des années que vous sortez dire que voilà, on ne peut plus continuer, nous avons besoin de notre argent, etc. Mais vous continuez. Parce qu'on paye. Quand on dit ça, c'est le bras de fer, un bras de fer. Il paye. Il paye un montant minime. Pour nous faire taire. En fait, c'est pas difficile, c'est pas facile de dire qu'on va fermer les hôpitaux. Certainement. C'est une décision beaucoup. Donc c'est le patient, le malade qui va payer la facture ici. Donc ça c'est catastrophique. Donc voilà. Espérons donc qu'on n'arrive pas à ce scénario. Certainement. Donc, qu'on n'arrive pas à ce scénario, espérons le mieux pour ce pays. Donc, voilà, moi je vous remercie, professeur Youssef Bakhache. Vous êtes donc le président de l'Ordre des médecins de Beyrouth et le président du syndicat des hôpitaux Slimane Haroun. Merci. Merci à vous. Voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.